Bien, nous allons pouvoir reprendre pour une nouvelle présentation en français, cette fois par Jean-Pascal Anfray. Alors je suis très heureux de présenter Jean-Pascal Anfray, qui est un membre fidèle du groupe d'études métaphysiques, mais qui est surtout maître de conférence à l'École normale supérieure, membre de l'équipe Mathésis, et qui a publié de très nombreux articles et chapitres d'ouvrages sur Leibniz, sur Descartes et sur la scolastique tardive, donc comme historien de la philosophie, sur des questions en particulier de métaphysique en philosophie moderne et philosophie de la scolastique tardive, notamment les questions du libre arbitre ou les questions de nécessité dans le petit ouvrage « Qu'est-ce que la nécessité » chez Vrin. Et aujourd'hui, il va nous parler de Suarez, de la théorie des tous, des parties et des modes d'union chez Suarez. Merci Jean-Baptiste, merci aux organisateurs de m'avoir invité à parler aujourd'hui. Alors, mon exposé, d'une certaine façon, constitue le pendant historique de l'exposé qui précédait, de Ghislain Guigon, et un certain nombre de textes, notamment des quelques textes d'Occam qui avaient été cités, sont au cœur de la réflexion qui est la mienne aujourd'hui. Alors, cette réflexion prend pour point de départ la distinction établie dans la scolastique tardive entre parties intégrales et parties essentielles. Les parties intégrales d'un tout sont les parties matérielles qui composent un tout, comme les briques composent un mur, tandis que les parties essentielles d'une substance sont l'âme, ou pour les tenants de la pluralité des formes substantielles, les formes, et la matière de cette substance. Une question importante concernant ces parties essentielles est le fait de savoir si il faut les concevoir selon un modèle méréologique, ce qui rejoint d'ailleurs des questions qui avaient été abordées par Claudine Tiercelin dans sa propre présentation. Alors, Suarez, je vais y revenir, défend une conception en quelque sorte méréologique de l'illémorphisme, à savoir la thèse selon laquelle une substance matérielle individuelle est un tout, et que ce tout comporte deux parties essentielles, la matière et la forme. Et à propos de ce tout, Suarez, dans une des disputes métaphysiques, dans la dispute 36, section 3, soulève la question suivante: est-ce que la substance matérielle est quelque chose de distinct de la matière et de la forme prises ensemble et de leur union? C'est le titre de cette section 3 de la dispute métaphysique 36, et ces figures dans l'exemplier, il s'agit du texte A. Alors, dans les discussions contemporaines en métaphysique, ce type de questionnement trouve un écho en fait assez naturel. En effet, on peut distinguer deux questions qui se croisent que l'on retrouve dans la question de Suarez. Une première question, c'est celle des conditions dans lesquelles plusieurs entités composent une autre entité. Et la seconde question, c'est celle de savoir si le tout, l'objet composé, est quelque chose de plus que ses parties composantes prises collectivement, ou bien s'il est en quelque façon identique à celle-ci. Chez les médiévaux, les scolastiques que Suarez discute, on trouve deux thèses principales sur ces questions, et notamment sur la seconde de ces questions. La première est la thèse que j'appelle anti-réductionniste, et que Suarez rattache essentiellement à Duns Scotus,
selon laquelle la substance matérielle est une entité numériquement et réellement distincte de la matière et de la forme prises ensemble. À cette thèse anti-réductionniste s'oppose la thèse réductionniste défendue par un ensemble d'auteurs, mais plus précisément, et en particulier par la tradition nominaliste et Occam en premier lieu. C'est la thèse réductionniste selon laquelle, entre la substance matérielle et l'agrégat de la forme et de la matière prise ensemble et unis, il n'y a pas de distinction réelle, mais seulement une distinction de raison. Alors, cette thèse réductionniste, on va voir que, je vais essayer de montrer que Suarez soutient une version modifiée de cette thèse réductionniste. Cette thèse réductionniste se heurte à plusieurs difficultés, à toute une série de difficultés, plus ou moins difficiles à résoudre. La première est tout simplement que la simple existence des parties ne suffit pas toujours à garantir l'existence du tout. L'exemple caractéristique étant celui des artefacts. Alors donc, ce n'est pas un exemple qui concerne à proprement parler un tout substantiel, puisque les artefacts ne sont pas à proprement parler des substances corporelles, mais c'est un exemple tout de même souvent mobilisé dans les discussions médiévales. La maison, n'existe que lorsque ces parties sont assemblées d'une certaine façon. Donc, cette relation particulière semble devoir s'ajouter comme une condition, en plus de l'existence des parties, pour que la maison existe. Mais même si on se donne des relations de type des relations de composition qui peuvent être des relations spatiales et causales ou autres, les médiévaux discutent également des cas extrêmes dans lesquels, semble-t-il, même la considération de telles relations ne suffit pas, à partir de l'existence des parties, à composer un tout. Et un cas sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, et que je mentionne ici en introduction, est celui du Christ lors des 3 jours, le Christ in triduo, entre sa crucifixion et sa résurrection. Ce cas typiquement discuté par les médiévaux est un cas de figure dans lequel d'une part, le corps du Christ continue d'exister, semble-t-il. D'autre part, l'âme du Christ, évidemment, continue d'exister. Et en vertu des propriétés surnaturelles de l'âme du Christ, il est même possible que l'âme du Christ soit colocalisée avec le corps de celui-ci. Et le problème est donc que même une relation de colocalisation est insuffisante à assurer l'existence de ce tout composé qu'est le Christ lorsqu'il assume la nature humaine. Donc, nous avons un cas ici dans lequel il semblerait qu'on ait besoin d'une relation sui generis pour fonder l'unité de la substance matérielle. Et il y a une difficulté plus large, plus générale, qui est la suivante. Comment, si on adopte la thèse réductionniste, rendre compte de la différence entre une substance véritable, telle qu'un être humain, et un simple agrégat, tel qu'un tas de pierres, sans recourir à une entité supplémentaire pour rendre compte de l'unité spécifique propre à une substance. Alors, d'un mot, la réponse de Suarez va consister à affirmer que l'unité de la substance composée ne requiert pas une entité supplémentaire, mais néanmoins ne se réduit pas entièrement à la simple existence des parties. Il faut quelque chose qu'il appelle un mode d'union qui exerce la fonction d'un lien, vinculum ou nexus, unifiant les différents composants. Et c'est précisément sur la nature de ce mode que je me pencherai plus précisément. Alors, je poursuis par, au fond, 2 préalables. Le premier consiste à présenter brièvement quelques thèses de l'illémorphisme authentiquement aristotélicien, ou du moins, cette question aussi peut être sujette à discussion, mais de l'illémorphisme tel qu'il est défendu par Thomas d'Aquin,
et de le comparer à l'illémorphisme défendu par Suarez. Donc, vous avez dans l'exemplier une série de thèses qui, je crois, permettent de caractériser l'essentiel de l'illémorphisme aristotélicien. La substance matérielle, c'est la thèse fondamentale, et l'entité métaphysique fondamentale. Cela apparaît dans Métaphysique des États d'Aristote, et c'est renforcé dans un certain nombre de passages du livre État 8 de la métaphysique. Et ceci s'articule à l'illémorphisme, c'est-à-dire à l'idée qu'il y a tout de même deux composants de la substance, à travers les deux thèses suivantes, à savoir la thèse 2 de Thomas, la matière est une pure puissance à laquelle la forme donne l'existence. Donc, on a une asymétrie ontologique des deux composants. Seule la forme est actuelle dans le composé substantiel, et la matière est pure puissance. Et la thèse peut-être la plus fondamentale pour comprendre la conception thomasienne de l'illémorphisme, c'est la troisième des thèses que j'ai répertoriées sur l'exemplier, à savoir qu'une substance, qui est définie comme équivalente à un être complet, ne peut être composée, pardon pour la faute, à partir de plusieurs êtres actuels, ce qui exclut la pluralité des formes substantielles, comme l'actualité de la matière. C'est un point qui apparaît tout particulièrement dans le commentaire du De Anima de Thomas. Donc, ce principe implique que dès lors qu'on a une pluralité d'êtres actuels, on a tout au plus une unité par accident, ou une unité d'agrégat, mais on n'a pas une unité par soi. Alors, l'illémorphisme suarésien, par contraste, se caractérise par le fait qu'il refuse la portée absolument générale de cette troisième thèse de Thomas, et cela parce qu'il s'appuie sur un principe fondamental, c'est la première thèse de Suarez. Une substance ne peut être composée qu'à partir de substances. Donc, la relation de composition par laquelle on obtient une substance ne peut pas résulter de la composition d'entités non substantielles, ce qui évidemment exclut tout un ensemble de théories de la substance composée, en particulier une théorie qui en ferait un faisceau de propriétés ou d'universaux, évidemment exclu par Suarez. Deuxième thèse de Suarez, une substance composée, c'est trivial d'une certaine façon, comporte une pluralité de composants actuels. C'est illustré par le texte C dans l'exemplier. Ainsi, l'être entier n'est composé que d'êtres partiels, de tels êtres demeurent donc distincts, quoiqu'unis. Bien plus, à moins qu'ils ne demeurent distincts, ils ne pourraient faire une composition, parce que la composition ne se fait qu'à partir de choses distinctes. Je pense qu'on peut comprendre cela comme une manière intuitive de présenter quelque chose comme un principe de supplémentation appliqué ici à la composition substantielle. Et alors, Suarez ne présente pas la thèse suivante comme une conséquence formelle des deux précédentes, mais en fait on peut le reconstruire ainsi, à savoir la thèse qui affirme que la matière possède d'elle-même une existence actuelle. Effectivement, s'il y a dans une substance composée au moins deux composants, et que ces composants doivent être actuels, eh bien, la matière elle-même est un être substantiel qui existe actuellement, indépendamment de la forme. Ici, je vous renvoie au texte D. Alors, un des problèmes auxquels se confronte Suarez, c'est comment accorder cette actualité de la matière avec la description de celle-ci comme d'un être en puissance qui, d'une certaine façon, fait autorité dans le cadre aristotélicien. Ici, on peut s'appuyer sur la manière dont Perler distingue ce qu'il appelle un sens existentiel
de l'être en puissance d'un sens fonctionnel, au sens existentiel, par exemple. Une maison dans l'esprit de l'architecte, avant qu'elle ne soit construite, est un être en puissance, elle n'existe pas en acte, mais on peut distinguer cela d'un sens fonctionnel. La maison, en tant que bâtiment construit, peut servir à assurer plusieurs fonctions, des logements ou des bureaux, par exemple. Donc, c'est en ce second sens que Suarez soutient que la matière est en puissance, au sens fonctionnel, elle est, au sens existentiel, un être actuel. Alors, deux autres thèses pour compléter cet aperçu de l'illémorphisme suarésien. D'après Suarez, la matière et la forme sont des substances incomplètes qui composent une substance complète. Ceci doit se comprendre en lien avec une redéfinition de ce qu'il faut entendre par un être incomplet, selon Suarez. Et je propose la caractérisation suivante. On dira que X est incomplet en deux sens, ou bien si X requiert un Y pour exercer ses capacités, c'est l'incomplétude de la forme, ou bien si X est incomplet si X requiert Y pour acquérir des capacités spécifiques, ce qui caractérise l'incomplétude de la matière. Donc, on peut dire qu'il y a une redéfinition de l'incomplétude qui ne désigne pas ici une dépendance ontologique, mais plutôt une relation de dépendance téléologique ou fonctionnelle. D'où le fait que, pour Suarez, c'est la thèse numéro 5, un être qui possède une unité par soi, j'aurais dû mettre deux thèses, peut être composé de plusieurs êtres incomplets, mais ne peut pas être composé de plusieurs êtres complets. C'est-à-dire que l'unité par soi est comprise ici comme résultant d'une complémentarité fonctionnelle des composants de la substance. Alors, ce préambule me permet d'aborder de front la discussion des thèses réductionnistes et anti-réductionnistes. Alors, j'ai déjà évoqué quelques difficultés pour la thèse réductionniste. Je voudrais ici me pencher sur deux arguments en faveur de l'anti-réductionnisme, deux arguments que Suarez discute dans la dispute 36, section 3. Le premier est fondé sur une forme du principe d'indiscernabilité des identiques. Je lis ici le texte G. Le fondement de cette thèse est qu'on attribue beaucoup de choses en réalité au tout de la substance composée qui ne conviennent pas aux parties même prises ensemble et réciproquement, car le tout est ce qui est généré par soi en premier, mais ni les parties ensemble, ni même leur union j'ai oublié ici d'ajouter dans le texte, ne sont générées. En effet, puisque l'union est une relation, elle ne peut pas être le terme de la génération, le tout est donc une chose, res aliqua, en dehors de cet agrégat. Donc, je propose la reconstruction suivante de l'argument. On a une présupposition de quelque chose qui n'est pas exactement formulé comme tel, mais qui semble être le principe de l'inférence de Suarez, qui est l'identité des indiscernables. Si A possède F et B ne possède pas F, alors A et B sont réellement distincts, ou A et B sont deux res distinctes. Prémisse, la substance composée est le terme de la génération. Deuxième prémisse, elle aussi supposée, les parties ne sont pas, là aussi pour la faute de frappe, le terme ou les termes de la génération. Donc, conclusion, par les deux prémisses et le principe d'identité des indiscernables, le tout qu'est la substance composée est une res distincte de la somme des parties et de leur union. Un second argument en faveur de l'antiréductionnisme, qui trouve une origine textuelle directe chez Duns Scott, s'appuie sur la différence essentielle entre une unité par soi de la substance composée,
et l'unité d'un agrégat, et sur le fait qu'il doit y avoir quelque chose qui fonde cette différence dans les types d'unités. Je lis ici l'objection telle que la formule Suarez, c'est le texte H. Si la substance composée n'était pas quelque chose de distinct des parties prises ensemble, il ne serait pas davantage un être qu'un tas de pierres ou une maison, ou du moins qu'un corps blanc comme tel, parce que toutes ces choses sont la multitude de leurs parties prises ensemble et unies d'une telle façon. Alors, l'argument, en fait, repose sur un certain nombre de prémices tacites, et deux prémices me semblent essentielles, et on ne les trouve pas textuellement ici, mais on les trouve dans la formulation que Dunscott donne de l'argument. La prémisse 1, c'est le premier principe 1, c'est que X possède une unité par soi seulement si l'essence de X est irréductible à l'essence de ses parties. Donc, c'est l'idée qu'un être possédant une unité par soi possède une essence propre. Et le deuxième principe, qui est un corollaire, me semble-t-il, du précédent, est que si X est un agrégat, alors X ne possède pas une essence distincte de ses parties. Alors, cela étant dit, on peut dire donc un agrégat n'est rien d'autre que la somme de ses parties prises ensemble, c'est la définition admise d'un agrégat. Deuxième prémisse, c'est un argument de réduction, donc c'est l'hypothèse réductionniste ici, à savoir la substance composée n'est rien d'autre que la somme de ses parties prises ensemble. Donc, conclusion, la substance composée est un agrégat. Or, la substance composée possède une unité par soi, c'est une hypothèse qui n'est pas argumentée, mais qui est présupposée par les parties en présence. Donc, la substance composée est autre chose que la somme de ces parties prises ensemble, ce qui découle de la conclusion 3, de la prémisse 4 et des deux prémisses tacites. L'unité par soi de la substance composée, donc, selon le partisan de l'antiréductionnisme, provient de ce qu'elle possède, une essence spécifique, et que de cette essence spécifique découle un certain nombre de propriétés irréductibles, par exemple la corruptibilité du composé qui ne peut s'attribuer ni à proprement parler à la forme, ni à la matière. Alors, je voudrais maintenant examiner brièvement les deux principaux arguments réductionnistes qui sont évoqués par Suarez. Le premier argument s'appuie sur le fait que on ne peut concevoir adéquatement le tout sans concevoir la partie, étant donné que le tout chevauche toujours chacune de ses parties et qu'il n'est pas une entité disjointe de ces parties. Donc, le fait que les parties le tout se trouve toujours là où se trouvent les parties est un argument qui permet, selon Suarez, de conclure au fait que le tout n'est pas réellement distinct de ces parties prises ensemble. Donc, tout au plus, on a une distinction par la relation du contenant et du contenu, mais pas une distinction réelle. La deuxième prémisse, le deuxième argument est un peu complexe, c'est un argument par élimination dans lequel Suarez exclut que l'entité supplémentaire soit une substance ou un accident. Et dans une des étapes de cet argument d'élimination intervient, je pense, l'argument central du réductionniste, qui est l'argument de la régression à l'infini, à laquelle est confrontée la thèse anti-réductionniste. Je cite ici le texte J. Enfin, parce qu'on procéderait à l'infini, je demande en effet si le composé de matière et de forme, autrement dit, cette entité, se distingue de toutes les parties prises ensemble et unies par l'addition d'une autre entité. Or, affirmer cela est tout à fait frivole, et il faudrait alors procéder ultérieurement sans fin. Alors, il faudrait ici développer l'argument. On pourra dire, supposons que la substance composée soit identique que pour qu'on ait la substance composée, on ait besoin non seulement de la forme et de la matière, mais en plus d'une entité supplémentaire, appelons-la X.
Alors la question est, qu'est-ce qui fait que la forme plus la matière plus x constitue une unité par soi? Eh bien, soit on a un fait primitif, mais dans ce cas-là, il était inutile de recourir initialement à cette entité supplémentaire x, soit on a besoin de recourir à nouveau à une entité supplémentaire qui assure l'unité de la forme, de la matière et de x, donc, et ainsi de suite à l'infini. Donc, tels sont les deux principaux arguments qui sont rapportés par Suarez en faveur de la thèse réductionniste. Alors, cette thèse réductionniste peut elle-même faire l'objet d'un certain nombre de versions différentes. Et je souhaiterais ici montrer la différence qu'il y a entre la version que défend Suarez et les versions que l'on peut trouver chez les nominalistes médiévaux. En particulier, je vais donner ici deux points de comparaison. La manière dont Occam formule sa thèse et la thèse défendue par Grégoire de Rimini. Alors, je serai assez bref ici. Occam, comme l'ont montré un certain nombre de commentateurs, parmi lesquels Richard Cross ou Calvin Normore, a défendu dans ses écrits, et sans doute à des périodes différentes, deux explications différentes de sa thèse fondamentale selon laquelle le composé et la matière et la forme simul et conjunctim, donc prises ensemble et unies. La première version de la thèse défendue par Occam est celle selon laquelle la substance composée est identique à telle matière et telle forme en tant qu'elles sont unies par leur nature respective, c'est-à-dire en tant qu'elles sont l'une une entité en acte, l'autre en puissance, et par une relation de colocalisation spatiale. Alors, effectivement, on a vu tout à l'heure, Ghislain a exposé la raison pour laquelle c'est une thèse réductionniste, c'est parce que précisément les relations ne sont pas à proprement parler des entités, mais des manières dont l'esprit pense ou rapporte les unes aux autres les entités. Donc, on comprend éventuellement en quoi ça peut être considéré comme une explication réductionniste. Mais alors le problème qui se pose à ce moment-là est celui de savoir en quoi est-ce que cette composition est bien quelque chose, coïncide bien avec une entité réelle, la substance composée, et non pas avec un simple agrégat. C'est-à-dire que si on diminue la charge ontologique de la relation, alors la position d'Occam ouvre la voie à l'objection par anticipation de Dunscott. Deuxième problème, cette première explication ne permet pas d'expliquer le cas du Christ in triduo, précisément parce que dans ce cas-là, la relation de colocalisation est satisfaite, mais il n'y a pas de composition. Donc Occam, pour ces deux raisons, a proposé une deuxième théorie dans laquelle la substance composée est identique à telle matière et telle forme en tant qu'elles sont unies toujours par leur nature respective, et cette fois-ci en raison de l'absence d'une relation de distinction. Alors, formellement, évidemment, c'est beaucoup plus intéressant. En gros, on imagine que telle matière et telle forme, par leur nature respective, doivent composer quelque chose, mais le seul cas, en gros, c'est l'option par défaut, et c'est seulement si on obtient une relation de distinction entre les deux qu'ils sont désunis ou disjoints. Alors le problème de cette théorie, c'est que ce recours à une absence de relation de distinction apparaît comme purement ad hoc et ne donne pas, je pense, une réponse substantielle au problème de la composition. Alors, avant de passer à Suarez, je voudrais examiner une solution qui est celle qu'adopte Grégoire de Rimini. Alors, l'exposer complètement serait assez complexe parce que je pense que ça impliquerait de faire un développement sur sa théorie des complexes signifiables et des états de choses. Mais je voudrais simplement ici lire un passage de son commentaire des sentences, c'est le texte J,
Bien que les entités des parties seules ne soient pas le tout, pardon encore pour la faute de frappe, comme les parties de l'homme un homme, ce n'est pas cependant de n'importe quelle façon, non tamen qualiter cumque se habentes, que ces entités sont un homme, mais en tant que conjointes et se perfectionnant mutuellement. Or, bien qu'elles ne soient pas toujours conjointes, quand cependant elles le sont, elles ne sont pas conjointes par une entité nouvelle, mais par elles-mêmes, car leur union n'est pas une entité nouvelle qui leur est surajoutée. Alors, telle que je la comprends, la thèse de Rimini consiste à dire que la substance composée est identique à la matière et à la forme et au fait qu'elles sont unies. L'union de la matière et de la forme apparaît ici comme un état de choses qui survient sur la nature des termes et qui, en même temps, ne représente pas, aux yeux de Grégoire de Rimini, un ajout aux choses, au res, mais simplement qui relève du domaine d'états de choses, qui relève d'un domaine ontologique distinct. Alors, la question que je vais maintenant examiner concerne l'interprétation qu'il convient de donner de la thèse de Suarez. Alors, celui-ci, ça apparaît dans le texte K, énonce parmi les différentes positions sur le rapport entre les parties et le tout de la substance corporelle, la thèse réductionniste. Je ne lis pas pour aller plus vite, mais il conclut cet énoncé par cette phrase « Adque haec sententia vera est », et cette thèse est vraie. Donc, c'est le signe que Suarez souscrit, verbalement du moins, à l'une ou l'autre des explications réductionnistes. Et simplement, il ajoute quelque chose qui apparaît dans le texte L1, à savoir que cette union de la matière et de la forme ne survient pas simplement sur l'existence des deux termes, mais suppose en outre quelque chose qu'il appelle un mode réel. Je lis, la substance composée est distincte en réalité de la matière et de la forme prises ensemble ou par agrégation, et ajoute leur union substantielle réelle entre elles, laquelle est quelque chose de distinct en réalité d'elles et de leur agrégat, non en tant qu'une chose réellement distincte, mais en tant que mode réel. Et Suarez insiste sur le fait que cette relation d'union est irréductible à la relation notamment de colocalisation. Et il donne à ce moment-là l'exemple du Christ in triduo, comme un cas qui montre que la colocalisation n'est pas une condition suffisante de l'union, elle est au mieux une condition nécessaire. C'est ce qui apparaît dans le texte L2. Et il poursuit en disant que, à l'inverse, la présence du mode d'union est une condition suffisante de l'existence de la substance composée à partir de la matière et de la forme. Ce qui est intéressant ici, c'est que, là aussi, faute de temps, je ne lis pas le texte L3, mais il indique qu'en fait, dans l'absolu, même si naturellement la matière et la forme doivent satisfaire à la condition nécessaire de colocalisation pour qu'il y ait union, absolument parlant, si on imaginait par exemple un monde dans lequel on supprimait toute chose en dehors de la matière qui doit être unie à telle forme, dès lors que le mode d'union, qui est cette chose primitive, enfin cette chose, je vais préciser, est donnée, eh bien la substance composée elle-même est donnée. Alors, évidemment, la question se reporte sur la nature, en général, la nature de ce mode d'union, ce qui suppose qu'on réponde à la question qu'est-ce qu'un mode et quel est le statut ontologique des modes. Alors, c'est là aussi une question qui imposerait un long exposé de la métaphysique de Suarez. On peut dire, pour aller vite, je renvoie ici au texte M et N dans l'exemplier, qu'un mode est une entité dépendante qui apporte une détermination qui spécifie les caractéristiques de l'entité dont elle dépend. Un exemple typique pour nous, mais qui n'est pas l'exemple premier que Suarez donne d'un mode, c'est la figure pour une grandeur, par rapport à l'accident de la grandeur, d'une étendue spatiale, la figure vient donner une détermination, mais la figure ne peut exister sans la grandeur, et à ce titre, elle est un mode qui dépend d'une propriété plus fondamentale qui est la grandeur.
Suarez donne d'autres exemples de mode, et en particulier, son paradigme de mode, c'est la relation d'inhérence d'une propriété ou d'un accident réel dans une substance. Il faut bien que quelque chose rende compte du fait que tel accident, la blancheur, est dans tel individu, Socrate. Cette chose ne peut pas être à proprement parler une troisième chose entre les deux, sinon à nouveau on a une régression à l'infini, mais c'est un mode de la blancheur en vertu duquel celle-ci est inhérente à Socrate. D'où cette caractérisation que je donne du mode dans l'exemplier. X est un mode de Y si et seulement si X ne peut exister sans Y, et Y peut exister sans X, et X affecte ou apporte une caractérisation à Y. Alors, cela étant dit, tout le problème est de déterminer le statut ontologique des modes. Il y a chez les commentateurs, les interprètes, deux lignes de lecture, l'une qu'on pourrait qualifier de déflationniste et l'autre de réaliste. Selon l'interprétation déflationniste, les modes sont seulement des manières d'être des choses et n'ont pas de réalité propre. Tandis que selon l'interprétation réaliste, les modes ne sont pas des choses, ne sont pas des res, mais ils représentent néanmoins, ils constituent une entité propre et actuelle, ce que Suarez appelle dans le texte O une réalité positive. Alors, en faveur de la lecture déflationniste, on pourrait alléguer le fait que Suarez, dans le texte K que j'avais lu tout à l'heure, déclare adhérer à la thèse réductionniste des nominalistes. D'un autre côté, un certain nombre de textes de son corpus, par exemple l'extrait O tiré de la dispute 47, Suarez nous dit que les modes possèdent une existence propre, également et proportionnellement distincte de l'existence de la chose même. Et il me semble que ceci est un élément essentiel pour comprendre la fonction d'unité que joue le mode d'union, et pour comprendre en quoi Suarez peut répondre aux arguments anti-réductionnistes. Donc j'essaierai de défendre plutôt l'interprétation réaliste. Alors, il y a un débat sur lequel j'aurais souhaité m'appesantir, mais faute de temps, je ne pourrais pas le faire longuement. Un débat chez les jésuites sur la question du mode d'union et sur le fait de savoir si il y a un seul mode d'union entre la matière et la forme, ou bien s'il y a un mode d'union dans la matière par lequel elle s'unit à la forme et réciproquement dans la forme par laquelle elle s'unit à la matière. Ça peut apparaître comme un débat purement verbal, mais derrière ce débat verbal apparaît quand même l'originalité de la singularité de la thèse suarésienne qui défend l'unicité du mode d'union et qui le conduit donc à soutenir qu'il y a des entités dépendantes ontologiquement et qui ne sont pas inhérentes. Parce que Suarez souscrit au principe fondamental de l'aristotélisme sur ce point, à savoir qu'il n'y a pas de propriété polyadique, comme dirait Leibniz, d'accidents qui ont une jambe dans un sujet et l'autre dans un autre sujet. Donc les modes ne sont pas des entités qui inhèrent à la fois à deux entités, et en même temps, ils sont dépendants à l'égard de la matière et de la forme. Donc ce sont des entités assez mystérieuses et qui sont, de plus, chargées d'assurer à la fois la causalité matérielle de la matière et la causalité formelle de la forme. Donc, ce que j'appelle des entités dépendantes et qui ont une sorte de polarisation que j'ai essayé de figurer dans le schéma 1 de l'exemplier. Alors, comme il reste peu de temps, je voudrais examiner la manière dont, à partir de cette théorie, Suarez répond aux arguments anti-réductionnistes. Alors, à l'argument fondé sur la discernabilité des identiques, page 7 de l'exemplier, le texte S, Suarez répond que il y a bien une différence entre ce qu'on attribue au tout et ce qu'on attribue à l'ensemble des parties prises avec leur mode d'union, mais cette différence n'est que
dans notre manière de concevoir et implique seulement une distinction de raison. Je m'intéresse plutôt ici à la réponse au deuxième argument, l'argument tiré de la différence entre l'unité par soi et l'unité d'un agrégat. Dans le texte T, on lit « Puisqu'en effet ni la matière ni la forme ne sont des êtres complets et entiers dans leur genre, mais qu'ils sont institués par leur nature à composer une unité par soi, on dit à juste titre que ce qui est composé prochainement à partir d'elle est dit et est une essence et une nature, une par soi. » Autrement dit, Suarez refuse ce que j'avais appelé tout à l'heure le principe P1 et soutient qu'une essence complète peut être composée d'essences partielles dès lors que ces essences sont celles d'entités qui sont l'une actuelle et l'autre en puissance, autrement dit, dès lors que, selon la reconstruction que j'ai proposée, il y a une relation de dépendance fonctionnelle entre ces deux essences. Alors, là aussi, je n'évoque pas le problème que je voulais examiner, qui était la comparaison entre la solution que Suarez donne à l'unité des tout substantiels ou essentiels et l'unité des tout intégraux. Et j'en viens à la conclusion. Il me semble qu'on peut établir un parallèle entre la manière dont Suarez, entre l'explication de Suarez de l'unité de la substance composée et ce que Kittfein appelle une incorporation rigide, rigid embodiment, en tant que c'est un type de tout qui ne résulte pas de la simple somme méréologique de ses parties. On voit ici dans le texte W, cet article bien connu de Kittfein, celui-ci nous dit intuitivement ce nouvel objet est un amalgame ou un composé des objets composants ABC de la relation R, mais c'est un composé d'une sorte très particulière car les composants et la relation ne viennent pas ensemble comme des égaux, comme dans une somme méréologique normale. Plutôt, la relation R préserve son rôle prédicatif et sert d'une certaine façon à modifier ou qualifier les composants. Cependant, le résultat de la modification n'est pas un fait ou un état, c'est un tout dont les composants sont liés par la relation plutôt que le fait ou l'état que les composants sont ainsi liés. Un objet de cette sorte particulière sera appelé une incorporation rigide puisque la forme R est incorporée dans une matière fixe ABC. Admettons de désigner un tel objet par le terme ABC/R. Alors, ici, le point important, je pense, c'est que pour contourner l'argument de la régression à l'infini, effectivement, Suarez, comme Fein, est obligé de recourir à une entité qui n'a pas le même statut dans la composition par rapport aux éléments, aux parties intégrales. C'est-à-dire que cette entité, ici, c'est la relation R chez Fein, c'est le mode d'union chez Suarez, et celle-ci est indispensable pour que l'ensemble de ces éléments compose un objet, cet objet qui est, pour Fein, une incorporation rigide. Là aussi, je ne développe pas, je voudrais simplement évoquer une conséquence paradoxale de l'insistance suarésienne et qu'on retrouve chez d'autres jésuites sur le mode d'union, c'est le fait que la forme substantielle apparaît désormais comme une partie intégrale au même titre que les parties matérielles de l'objet, et que le mode d'union, qui se voit assurer la fonction d'unité de l'objet, est désormais, d'une certaine façon, ce qui assure la fonction, dans l'aristotélisme traditionnel, dévolue à la forme. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que vous avez ce texte, le dernier texte de l'exemplier, tiré de Pedro Hurtado de Mendoza, qui indique que on demande quelle est la forme du composé, est-ce l'âme ou bien l'union? Je réponds que la forme du composé, selon la nature de composé, est l'union, et que la matière est l'une et l'autre partie. Autrement dit, ça veut dire simplement la forme, ou l'âme, dans le cas de l'âme rationnelle, dans le cas de l'être humain, est clairement assumée au rang de partie intégrale d'un tout dont l'union serait assurée par ce mode d'union. Alors, c'est simplement une esquisse d'une conséquence paradoxale et sans doute indésirable pour un bon aristotélicien, mais néanmoins, semble-t-il, inéluctable de cette insistance sur le mode d'union. Je vous remercie. Merci.